Je ne sais pas s'il faut que je présente Paola Vigano, juste peut-être pour rappeler que Paola Vigano est architecte urbaniste, Grand Prix de l'urbanisme en France en 2013. Elle enseigne à l'EPFL et à l'Université de Venise, c'est ça? Ok, l'UAV. Elle dirige également un studio de projet, alors qui change de nom chaque année. Cette année, c'est Studio 022, qui est installé à Bruxelles et à Milan, je crois. Voilà. Et puis, pour le reste, je pense que je vais lui passer directement le micro pour engager cette conférence. Encore merci d'être venu. Ce micro, comme ça. Bonsoir. Vous m'entendez tous? Tu veux rester debout, tu veux t'asseoir? Je pense que je reste peut-être. C'est pas très pratique, mais ok. Non, mais je peux peut-être le rapprocher un petit peu. Ok, non, c'est bon. Bonsoir à tous et merci Sabine de ton invitation qui me fait beaucoup plus de plaisir. De temps en temps, je reviens à Nantes, donc ça faisait quelques années. Je ne me souviens pas quand je suis venue une fois pour une autre occasion comme celle-ci. Et c'est toujours une très belle ville, Nantes. C'est toujours un plaisir. Donc, j'ai pris un petit peu sérieusement le titre de la série des conférences. Donc, je vais vous parler de certaines choses et pas d'autres pour essayer d'amener une petite briquette à cette discussion fondamentale pour comprendre le sens du projet pour la ville, le territoire contemporain. Donc, c'est clair qu'on doit se mettre bien dans notre tête que nos vies ont changé. Non, c'est ça le message de cette œuvre d'art de Mark Quinn, réalisée en 2020. On peut comprendre que l'atmosphère était un petit peu l'atmosphère Covid. Et c'est intéressant que tout ça, c'est history now. Donc, c'est-à-dire que c'est l'histoire. Aujourd'hui, c'est notre histoire. On est en train de changer, de nous transformer. On ne sait pas encore exactement dans quelle direction, ce sera plutôt l'image, ce collage que l'artiste a créé, ou ce sera quelque chose de totalement différent. En tout cas, c'est clair que nous sommes dans un moment d'énorme changement. Je continue à appeler ça transition et pas rupture ou fracture, comme quelqu'un d'autre, parce que je pense que la transition nous donne, il y a une transition qui prend un petit peu de temps. On a encore la possibilité de nous transformer, de nous adapter. La rupture, c'est la rupture. Après, il y a des gagnants et des perdants. Et je préfère imaginer qu'on a encore des conditions dans lesquelles un dialogue démocratique peut être mis en place, tandis que quand il y a la fracture ou la rupture, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est plutôt une position presque idéologique, je dirais. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de confiance, mais c'est juste que je préfère me mettre dans la position d'avoir la possibilité de faire quelque chose, de ne pas être déjà dans une condition de manque de temps et de possibilités. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour des architectes et des urbanistes? Alors, je vous propose de réfléchir sur deux implications de cette transition qui est évidemment sociale et écologique. La première, c'est qu'on doit considérer la base épistémologique de la transition, c'est-à-dire comment on construit la connaissance dans une condition de changement continu, rapide, de transition. Et qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde les mêmes choses que nous, en tant qu'urbanistes, architectes, on regardait dans le passé? On doit regarder des autres choses ou avec des yeux différents. Nos lunettes doivent être finalement disposées différemment. Et donc, je me demande évidemment toujours, comme je le fais depuis beaucoup d'années, quel est le rôle du projet à l'intérieur de cette production de connaissances? Un projet qui est capable de lire, évidemment, les territoires, qui est capable de les déconstruire, de les reconceptualiser, de travailler sur des projections multiples et qui redéfinit cette épistémologie du projet.
Et je suis fortement convaincue du fait qu'il nous faut élaborer des atlas de la transition différents et qu'on doit regarder des choses différentes avec des yeux différents. Donc il y a aussi une question de conceptualisation qui est très importante. La deuxième implication de la transition est pour moi plutôt la base ontologique de la transition. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment dans lequel notre système de valeurs, notre fondement sont en train de changer. Par exemple, par rapport au territoire, qui est un petit peu au cœur de beaucoup de choses que je fais, le territoire, cette échelle vague et très multiple qui est l'échelle du projet territorial, je pense que nous sommes rapidement en train de passer de l'idée d'un territoire comme une ressource. On l'a beaucoup utilisé, l'idée que le territoire est une ressource, et donc on l'exploite comme une ressource. On est passé à l'idée que le territoire était un support, c'est-à-dire que finalement était la base, la condition, les conditions sur lesquelles on pouvait travailler sur notre propre progrès, par exemple, ou sur notre parcours d'émancipation, grâce à un territoire qui était le support. On l'a considéré souvent un objet sur lequel projeter nos ambitions. Et donc on l'a manipulé dans le sens de lui faire dire ce qu'on voulait entendre. Or de tout ça, et on a même regardé le territoire comme quelque chose qui nous donne des services. Quand on parle de services écosystémiques, on l'a souvent interprété comme ça. C'est le territoire qui nous donne des choses. Ce n'est pas qu'ensemble, on crée des services qui sont utiles à tout le monde, même au territoire. Non, c'est juste une production pour nous, sans lui donner une vraie individualité. Et de ça, je pense que nous sommes en train, c'est ça le passage, je pense, vraiment important. On passe à l'idée d'un territoire qui a un sujet. Or, quand je dis territoire-sujet, évidemment, il y a des multiples sujets qui coexistent et qui construisent cette idée de territoire. Mais laissez-moi parler d'un territoire-sujet, l'ensemble de la complexité de ces différents individus qui forment le territoire, et considérer ça comme un vrai sujet à part entière, avec donc ses individualités, ses logiques, ses rationalités, ses propres volontés et ses propres résistances et capacités de choisir. Donc, si on passe à cette idée de territoire, on est très loin aujourd'hui de ça. Si vous regardez les projets à l'échelle territoriale, les projets même de petits territoires, ce n'est pas toujours des grands territoires, même des petits territoires, même le petit territoire du projet d'architecture, tous ces différents types de territoires, on est très loin de l'idée d'un territoire sujet. On est toujours dans le territoire support, ressources, services, etc. Et donc, je pense que ce passage nous oblige à vraiment repenser notre système de valeurs. Et on doit savoir que ce système de valeurs ne coïncide pas avec celui qui est aujourd'hui le plus fort, l'actuel. Et c'est aussi pour ça que de temps en temps, assez fréquemment, j'accède, et je le fais quelquefois avec les étudiants, quelquefois aussi dans des études que je fais pour des collectivités, à cette idée de construire plutôt de contre-espaces. Parce que je pense que c'est difficile de réfléchir sur un projet territorial qui assume le territoire sujet et de bien comprendre toutes les conséquences qui sont liées à cette prise, je dirais, de position, sans s'imaginer des projets qui sont clairement des projets un petit peu différents de ce qu'aujourd'hui on considère l'orthodoxie du projet territorial. Et donc un travail qui doit explorer finalement, aussi d'un point de vue de la production d'images et d'imaginaire, cette idée de territoire-sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la moitié des années 80, André Corbeau, dans son très connu et très important article « Le territoire comme palimpseste », il parle d'un territoire comme sujet. Donc, ce n'est pas encore vraiment sujet, mais c'est comme s'il était un sujet.
Et pourquoi Corbeau utilisait ces mots? Parce qu'il disait, étant un projet, le territoire est sémantisé. Il est discourable. Il porte un nom. Des projections de toute nature s'attachent à lui, qui le transforme en un sujet. Donc c'était plutôt ce processus de charger le territoire d'images, qui sont des images qui viennent de nous, produites par nous et qui se superposent à un territoire. Le fait de lui donner un nom qui amenait Corbeau à parler d'un territoire comme un sujet. Évidemment, c'était la moitié des années 80, c'était aussi la pensée, disons, suisse, française, européenne. Ce n'était pas la pensée radicale de l'écologie profonde. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de mettre un petit peu en relation notre propre pensée sur le territoire et l'article de Corbeau sur l'idée d'un palimpseste qui se crée dans le temps et qui raconte 1000 histoires fragmentées mais superposées, toujours là, se combine dans mon expérience avec l'importance de la pensée de l'écologie profonde, non seulement nord-américaine, mais aussi suédoise. Et donc, finalement, cette idée qu'il y a vraiment des sujets là, à l'extérieur de nous, il y a des sujets. Et le territoire, c'est un des sujets fondamentaux que notre projet doit considérer comme un allié, peut-être, ou comme un agent, tout simplement, ou comme un élément qui fait de la résistance, finalement, à ce que nous, on veut projeter sur lui. Ce territoire sujet, donc par rapport à l'image précédente, c'est une maquette que nous avons réalisée, parce que pour moi, ça pose des questions aussi de représentation, ça doit être très clair, c'est les outils que nous avons, c'est des dessins, des maquettes, des choses qui essaient de faire sortir, non pas de représenter des idées toutes faites, mais justement d'élaborer ces idées. Ça, c'est une maquette de laquelle on va parler aussi après. Grand Genève, c'est une lecture des différentes parties de ce territoire, avec chacune son individualité, qui n'est pas exactement superposée à la lecture des paysages existants. C'est quelque chose un petit peu différent, mais dans lequel on reconnaît finalement des rivières ou des versants ou des morceaux qui émergent, qui sont des exceptions à l'intérieur, qui sont des points de repère, qui deviennent finalement des éléments uniques, exceptionnels à l'intérieur du territoire. Donc déjà, les reconnaître, les faire émerger. Mais aussi s'interroger sur quelle est la nature de ces territoires ou de ces paysages. Ils ne sont pas des paysages naturels, évidemment, ni des paysages agricoles transformés. Non, ce sont des vrais paysages infrastructurés, des vrais systèmes. C'est ce que Arturo Escobar définirait comme des technonatures. C'est ça le territoire aujourd'hui. Un ensemble de technonatures qui sont extrêmement complexes à déchiffrer, qu'il faut déconstruire, qu'il faut apprendre à lire. Et ce n'est pas une lecture superficielle il faut vraiment comprendre les logiques. Ce sont des logiques qui sont des mix entre des logiques naturelles, en partie transformées, des nouvelles logiques, des vieux logiques qui restent là, qui continuent à vivre, même si elles n'ont plus de raison d'être, avec de nouvelles rationalités qui arrivent, qui se superposent. Cet amalgame extrêmement complexe que j'appelle territoire. Ici, vous voyez une image de comment tout le système de la distribution de l'eau potable dans la région de Boston fonctionne avec les grands bassins de plus en plus loin, parce qu'on a besoin de bassins de plus en plus énormes pour faire vivre une métropole qui se trouve quelques centaines de kilomètres sur la côte. Et entre les deux, il y a toute une série de centres urbains, de villages, de communautés auxquels on prend l'eau, on retire l'eau pour l'amener ailleurs. Donc ces systèmes sont aussi des machines territoriales qui établissent des différences très fortes d'accès à la ressource, de possibilité de s'alimenter, qui produisent des conditions de pollution pour certains lieux,
et au contraire des conditions de très haute qualité environnementale pour d'autres lieux. Donc ce sont des systèmes de pouvoir, des relations qui se dessinent dans la géographie, dans l'espace. Donc quand je parle de territoire, je parle de ça. Je ne parle pas que juste d'une lecture un petit peu esthétique. Non, c'est vraiment des choses assez dures, des logiques difficiles à comprendre et des coalitions qu'il faut essayer aussi d'arriver à comprendre. Tout ça, évidemment, rend le projet de territoire aujourd'hui extrêmement fascinant, énormément fascinant. Ou par exemple, cette forêt, c'est une forêt, sauf que c'est aussi habité. C'est la façon dans laquelle, par exemple, les sabres autour de Boston sont dessinés. C'est intéressant parce que là, c'est tous des systèmes fermés. Quand vous entrez à l'intérieur de l'impasse, il y a immédiatement il y a un habitant qui sort et qui dit « vous cherchez quelque chose ». C'est-à-dire que ce sont des systèmes extrêmement contrôlés, même s'il n'y a pas de clôture. Mais finalement, ce sont vraiment des lieux d'exclusion qui sont complètement perdus, et pas perdus, sont protégés par justement cette forêt, ces bois qui les contiennent. Et ils font aussi que là, c'est un style de vie spécifique. On vit dans cette extrêmement petite communauté, très protégée. Et quand on passe en voiture ou en bus, on ne les voit même pas parce qu'ils sont totalement à l'intérieur de cette forêt. Donc, c'est une forêt qui contient un système social. Ce n'est pas juste une forêt productive ou pas productive. Non, c'est un système social spécifique. Évidemment, dans nos représentations, il y a aussi les autres qui commencent à se montrer. On commence à les représenter, montrer qu'ils ont des trajectoires, qui sont là, qui s'occupent des espaces et qui travaillent avec les autres éléments. Donc maintenant, je voudrais vous montrer un travail qu'on a fait, une étude, une vision qu'on a construite. Peut-être quelqu'un se rappelle ou sait que les visions me plaisent beaucoup. C'est-à-dire que je trouve très intéressant de se prendre cette distance, se dire, imaginons 2050, imaginons 2100. Donnons-nous un petit peu de temps pour réfléchir sur ce qui pourrait être le futur et peut-être contribuer avec ça à la construction d'un futur. Alors, c'était le cas du Grand Genève. Le Grand Genève, c'est une métropole, petite métropole, suisse et française, franco-suisse. Et on a imaginé de traverser toujours la complexité territoriale et sociale, économique, etc., avec ces deux thèmes, la question du sol et la question du travail. Donc, du sol et du travail. Mais si on touche le sol, qui est vraiment la base fondamentale de la vie, et le travail, c'est clair qu'on est déjà à l'intérieur d'une réflexion biopolitique. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur les relations que nos formes de vie entretiennent avec notre planète et aussi sur les transformations énormes, par exemple du travail, qui sont en train de transformer aussi nos territoires. Et donc le sous-titre était « La transition, un nouveau projet biopolitique ». Et j'arriverai peut-être à la fin, on va commenter ça. Ça peut être polémique, ça peut être considéré... les premières fois que je présentais ça, j'avais des attaques assez nourries, mais finalement, je pense que le dialogue peut s'établir sur cette base. Et je vais vous parler surtout d'un aspect, pas de tout ce travail, mais la question qu'on s'est posée à un certain moment, mais qu'est-ce qui va connecter cet espace hétérogène? Et on a parlé à partir de là des structures faibles. Et on a commencé à réfléchir sur l'idée de faiblesse et pas que sur l'idée de force et sur le potentiel de regarder le faible, le marginal et imaginer avec ça de construire peut-être une idée différente de structure territoriale. Donc ce territoire est un territoire très contrasté. La grande majorité des emplois se trouve du côté suisse pour des raisons fiscales, très simplement. Il n'y a rien de plus que ça. C'est-à-dire qu'on pourrait changer ça d'un jour au lendemain, changer les taux. Mais pour le moment, c'est comme ça. Les entreprises préfèrent s'installer en Suisse parce qu'ils payent moins de taxes.
Quelles sont les conséquences de ça? Le territoire suisse, genevois suisse, c'est très peu, parce que Genève, c'est une ville qui n'a pas de territoire, n'a jamais eu de territoire, a été toujours enfilée en France comme une sorte de, comment on peut dire, un coin qui s'enfile en France. Et donc, cette attractivité énorme qu'elle a, elle n'est pas capable de la gérer. Elle n'a pas le territoire pour gérer cette attractivité. Donc, la majorité du logement se trouve en France. C'est-à-dire que la périphérie de Genève est du côté français. Il y a une grande quantité de gens qui traversent la frontière tous les jours. Et autre chose très intéressante, pendant le Covid, au côté suisse, le 50% de la population active travaillait à distance. C'est un pourcentage énorme. Je ne sais pas quel était le pourcentage en France, mais en Italie, c'était autour du 30%, pour donner une idée. Non? Donc 50%, c'est vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui peut changer la façon d'utiliser l'espace, d'utiliser les villes, de penser le travail, justement, de penser le logement. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement conséquent. Et donc, vous voyez, ce territoire magnifique, avec des paysages incroyables, c'est finalement un territoire d'inégalité très, très forte, parce que les conditions sont très différentes des deux côtés de la frontière. Comme tous les territoires, c'est un territoire qui aura des problèmes liés au changement climatique, une quantité de risques importantes qui sont liées aux risques traditionnels d'un territoire qui est aussi fait de montagnes, donc l'instabilité des versants, la question des inondations, etc. Tout ça va s'accélérer. Mais aussi, tous ces rouges, ce sont les canicules, donc les périodes de sécheresse ou de température plutôt, des températures très, très élevées. Et on voit que non seulement les villes qui se trouvent surtout le long du lac, donc Genève, c'est là à votre gauche, hein, sur le bas, mais aussi des vallées alpines. Vous voyez, par exemple, là en bas, c'est la vallée des Larves. Elle va souffrir de températures très élevées, presque plus qu'une ville. Parce qu'il y a une question de géomorphologie, de forme de la vallée. Et donc, on doit s'habituer à considérer que ce n'est pas que les villes qui auront des problèmes d'avoir trop chaud. Il y aura aussi des portions du territoire qui vont souffrir beaucoup. Et que donc, toute cet engagement par rapport aux villes, au fait que ce sont les villes qui vont souffrir le plus, etc., je pense qu'il faut un petit peu modérer ce discours. Il y a tout un territoire duquel on doit se préoccuper et pas que des villes. Mais quel type de métropole est cette métropole genevoise? C'est une quantité énorme de très petits villages. Il y a quelques centres urbains, oui. Il y a quelques villes, et il y a Genève surtout. Mais ici, on a fait l'exercice d'enlever Genève, d'enlever les villes les plus importantes, mais on a laissé ce système de villages très ancien, qui n'est pas récent, évidemment, et qui est vraiment l'armature fondamentale, les villages, les rues qui connectent les différents villages. C'est ça, fondamentalement, cette métropole. En effet, si vous regardez l'évolution démographique, on voit qu'aujourd'hui, donc en noir, vous voyez, c'est la partie ville, les villes. En gris, c'est plutôt la partie périphérie des villes. En bleu et en rouge sont les villages. Les bleus sont les villages qui ont perdu jusqu'à récemment. Après, ils ont commencé à nouveau à reprendre de la population, ou vice-versa. Maintenant, je ne me souviens pas, mais l'un des deux, c'est les villages qui ont perdu de la population et qui, aujourd'hui, retrouvent de la population. Et l'autre couleur, c'est des villages qui ont toujours été en croissance. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, nous sommes dans une condition d'égalité. 50% de la population vit dans des villes et dans des périphéries. L'autre 50% vit dans des villages. Sauf que la planification s'occupe que du 50% du gris et du noir, pratiquement. Les quatre, nous arrivons maintenant au 5e plan d'agglomération du Grand Genève, pratiquement ont toujours parlé que de cette partie, la partie urbaine. Tout est consacré à rejoindre Genève. Le transport en public est imaginé permettre les périphéries d'arriver à Genève. Et tout est établi à partir de cette idée qu'il y a une ville surtout, une ville
principale et que tout doit collaborer à faire fonctionner cette ville principale, ce canton, qui n'est pas très grand non plus, qui contient cette ville et qui est le lieu qui est très, très attractif en termes d'emploi. Et donc, quand on dit métropole faite de villages, je sais que même en France, ce débat s'est développé, c'est pour dire qu'on n'a pas vraiment pensé encore un projet pour une métropole qui est faite de villages. Même si on sait depuis les années 30 au moins, c'était Rasmussen qui disait « London Unique City », Londres, ville unique. Pourquoi Londres était unique? Parce que c'était faite de villages. Alors, je pense qu'on peut regarder beaucoup de villes, beaucoup de métropoles, beaucoup des aires métropolitaines et se dire qu'on est pratiquement toujours parmi des villages. C'est très intéressant parce que justement, c'est une partie qui n'apparaît pas, qui n'est pas au cœur des préoccupations, même si c'est là qu'il se génère le trafic qui après va congestionner les routes d'accès à Genève. C'est là qu'il y a des problèmes de services qui manquent. C'est là qu'il n'y a pas assez de services, par exemple, liés à la santé ou d'autres aspects. Donc, faire avec une métropole qui est faite comme ça. Et comme je disais, un territoire sujet. Donc ça, c'est la maquette complète du Grand Genève. Une maquette qu'on a fait comme un puzzle, qu'on peut remettre ensemble. On peut la voir tout ensemble pour dire qu'il y a effectivement un Grand Genève, mais on peut déconnecter et s'occuper de chaque partie qui a ses caractéristiques, a ses questions, ses logiques, comme je disais, ses qualités. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut construire aussi des géographies spécifiques, non? Imaginer des relations entre certaines parties et pas d'autres. Donc, c'est un jeu très, très intéressant qu'on a construit avec les étudiants. Alors, je reviens à la question de la structure faible. Évidemment, il y a des structures fortes. Et les structures fortes qui ont organisé les 4 plans d'agglomération précédents sont surtout les structures liées au chemin de fer et au tramway, donc les rails. Et nous, on regarde évidemment cette structure forte, c'est celle qui amène avec soi l'urbanisation. Il y a cette idée que si on met un tramway, l'urbanisation va suivre. Donc c'est une idée d'extension de la ville qui est guidée par un certain type de transport fort, comme un tramway ou une ligne ferroviaire. Évidemment, dans le passé récent, on a fermé beaucoup de lignes ferroviaires. Et ça n'a pas aidé tous les villages. Plutôt, on a déconnecté tous les villages d'une accessibilité par transport en commun, par exemple, aux autres villes. Donc la première chose qu'on a fait, ça a été de relire tout ce qu'on avait effacé dans le passé. Et ce que vous voyez en jaune, ce sont les lignes ferroviaires qui existaient dans le passé. Quelques-unes commencent à être transformées en pistes cyclables. Donc la grosse question est, est-ce qu'on revient vers une ligne ferroviaire ou on se contente d'une piste cyclable? Évidemment, une piste cyclable n'a pas la même capacité de transporter, d'être une ligne structurante, etc. Celle que vous voyez en bas, elle existe en réalité. C'est une ligne que, pour une partie, la partie qui est plutôt liée à Genève, est devenue le Lehmann Express, sur laquelle une série d'opérations de densification sont en train de se construire. Mais la relation avec le reste de la ligne, qui après va se rejoindre la ligne principale qui arrive de l'Italie, à travers la vallée alpine du Valais, aujourd'hui, cette déconnexion est établie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité d'arriver à cette ligne ferroviaire. Donc on considère qu'il y a des lignes qu'on pourrait réouvrir ou des connexions qu'on pourrait rétablir et qui existaient dans le passé. Et ça, c'est quelque chose qui appartient effectivement à cette réflexion sur la structure forte. Si on regarde les tramways, c'est aussi intéressant. Regardez, en 1925, la situation des tramways, c'est vrai qu'ils étaient tous vers Genève, donc dans la structure radiale, traditionnelle, mais regardez en 2020, c'est assez impressionnant de voir comment on a été capable de démanteler tout un système d'infrastructure, parce qu'à un certain moment, l'ordre de service a été espace à la voiture, et donc des voiries, des voitures, et couper les lignes de tramway. C'est impressionnant. Aujourd'hui, nous sommes là à reconstruire ce qu'on a démoli il y a, je sais pas, 50 ans ou 60 ans.
Et donc, on imagine en 2050 de retrouver certaines de ces lignes et aussi de les mettre en relation avec les lignes que je vous ai montrées avant, donc d'arriver à un maillage intéressant qui permet effectivement de vivre dans cette métropole de village sans être dépendant de la voiture. Mais la chose qui nous a plus intéressé, ça a été cette réflexion sur les structures faibles. Alors, les structures faibles, on part de la question justement des différences écologiques qui sont présentes dans ce territoire. Et on considère qu'il y a peut-être une autre façon de structurer le territoire aujourd'hui, qui n'est pas liée qu'à cette mobilité, structure forte, mais qui est liée à une série de dynamiques qui incluent différentes parties du territoire. Par exemple, les forêts, les bois, qui sont déjà plutôt protégés, qui sont là. On a des zones humides, inondables. On a aussi des aires urbaines qui sont inclus à l'intérieur de ces nouvelles continuités. Et on a une partie aussi de l'agriculture qui peut participer à cette construction, et évidemment tout le réseau de l'eau en général qui peut participer. C'est quelque chose qui ressemble un petit peu aux infrastructures écologiques. En Suisse, on les appelle infrastructures écologiques. En France, infrastructures vertes, bleues, etc. Brunes, vertes et bleues. Mais ce n'est pas que ça. Parce qu'en effet, d'abord, ça travaille évidemment avec cette idée d'écosystème où les services sont rendus à tout l'écosystème et pas que à nous. Donc, c'est quelque chose dont l'écosystème peut bénéficier au même titre que les humains. C'est une étude, disons, vraiment des potentiels de résilience que chaque partie du territoire, les sols, les forêts, l'agriculture, les parties habitées, qu'est-ce que chaque partie peut donner en termes de service solidaire, je dirais, un service qui peut aider tout l'écosystème par rapport à l'eau, à l'infiltration, la d'épuration, plutôt que la continuité des mobilités douces, plutôt que l'agriculture d'un certain type, etc. Ce sont des nouveaux paysages, oui, aussi, mais qui deviennent des éléments de régénération, une régénération territoriale et urbaine qui sont capables d'être assez pervasifs et donc qui peuvent réorganiser, et c'est pour ça que je les appelle structures, même s'ils sont des structures assez faibles, qui n'ont pas beaucoup de capacité de réaction, sont assez facilement démantelées, mais qui sont en tout cas là. Mais à cette idée d'infrastructure, disons, écologique, on a commencé à ajouter de plus en plus d'autres aspects qui sont plutôt liés à la question sociale, pour différentes raisons. La première, c'est quand vous vous promenez dans le territoire et vous suivez ces lignes faibles, vous trouvez d'autres éléments de faiblesse, vous trouvez d'autres éléments de marginalité. Et donc, vous commencez à construire une collection, une sorte de... Les Allemands l'appelleraient une sorte de Wunderkammer, non, une chambre de merveille, dans laquelle il y a des choses un petit peu hétérogènes, mais qu'on trouve, et tu dis, on pourrait les connecter, toutes ces choses-là. On va constituer des espaces qui sont des espaces de connexion, qui sont des espaces de continuité, des espaces qui nous permettent de lire, de comprendre la géographie, de comprendre où nous sommes dans le territoire, mais qui sont aussi des lieux partiellement habités, où il y a des activités, où il y a des associations, où il y a des centres d'accueil de migrants, où il y a plusieurs choses dans ces lieux, et sont presque toujours des éléments de marginalité. Mais à côté de ça, il y a aussi toute la couche des infrastructures sociales. Parce qu'évidemment, on a des écoles, des terrains de sport. Toute l'infrastructure sociale se trouve aussi à côté souvent de ces espaces de continuité. Et donc, quand on commence à mettre tout ça ensemble, on passe de l'idée d'infrastructure écologique à une infrastructure socio-écologique. Et j'utilise ces mots pas dans le sens où les écologues utilisent le socio-écologique. Ce n'est pas juste le fait que l'écologie a des dimensions sociales. Non, c'est qu'on trouve vraiment des morceaux de société là-dedans. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de mettre ensemble ces deux mondes et de dire que finalement ces espaces de continuité peuvent devenir aussi des espaces de soins, des espaces de commun, des espaces de partage, des espaces où développer des choses différentes par rapport à ce qu'on fait normalement dans le territoire. Et donc, par exemple, ici, on est le long du Rhône. Le Rhône
c'est très caché dans la partie genevoise. C'est accessible seulement depuis certaines parties. Le long du Rhône, même si c'est le Rhône, on trouve finalement les pires zones industrielles, polluantes, des terrains pollués. On trouve, oui, des lieux marginaux. Et il y a un manque total d'accessibilité aussi au Rhône. Et donc, avec des investigations, on a trouvé finalement une série d'associations. C'est intéressant qu'il y a des centres culturels alternatifs qui se localisent dans un bâtiment perdu le long du Rhône. On trouve tout ce type de choses, et c'est pour ça que je parle d'infrastructures socio-écologiques. Donc, vraiment, où une partie du social est là-dedans. Et on a commencé à parler aussi d'une zone spéciale, que ces continuités, avec leur hétérogénéité, pourraient être considérées des espaces prototypiques où mettre en œuvre la transition socio-écologique. Finalement, quand on a eu des problèmes importants de redistribution, par exemple, des richesses ou du développement, même en France, ça a eu beaucoup de fortune. L'idée de zones, comment on les appelait, pas zones spéciales, mais des zones qui avaient des régimes différents, on les a utilisées surtout pour fonder de nouvelles villes ou pour créer de nouveaux pôles de développement, de croissance. Mais ici, on imaginait l'idée de zone spéciale plutôt à zone franche, plutôt comme une zone franche qui s'affranchit de ce que sont les règles, les conditions qu'on a dans le reste du territoire et dans lesquelles on peut explorer jusqu'au bout quelles sont les conditions qui permettraient cette transition, quels sont aussi les potentiels, mais aussi les questions que cette transition pourrait créer. Donc on a proposé d'imaginer ce maillage hétérogène, comme j'ai dit, socio-écologique, comme une zone spéciale, un espace particulier dans lequel tester des conditions différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, grâce à sa pervasivité, on peut toucher à toutes les questions qui sont posées par ce territoire. Par exemple, dans la vallée de l'Arve, il y a un district industriel qui est lié à l'industrie manufacturière, qui est en train de péricliter un petit peu, parce que l'industrie était liée à la production aussi automobile du côté de Genève, qu'aujourd'hui n'existe plus du tout. Donc, c'est probable que dans le futur, ce lieu où il y a des vraies connaissances, des vrais savoir-faire, pourrait avoir la nécessité de se transformer pour garder justement ces capacités, mais peut-être adapter son espace industriel diffus, très similaire à ce qu'on a aussi en Italie, dans beaucoup de parties de l'Italie du Nord, c'est-à-dire ce mix de l'industrie, de logement, d'agriculture, de morceaux de forêt. Il y a un petit peu de tout. Et donc, repenser ça et le faire participer, justement, avec peut-être l'idée que ça devient une sorte de grand workshop, un grand atelier pour tout le Grand Genève, parce qu'on aura beaucoup plus besoin de réutiliser, recycler, réparer les objets. Donc là, il y a une grande connaissance vraiment mécanique. Et donc, on pourrait imaginer qu'on pourrait transformer certaines de ces industries en quelque chose de plutôt lié à ces métiers. Et en même temps, les inclure, les rendre accessibles, les connecter à travers ce système d'espace. Ces coupes montrent justement toutes les fonctionnalités qu'un territoire peut mettre en œuvre quand on le regarde d'un point de vue écosystémique, mais aussi, en même temps, on considère, là, vous n'arrivez pas à lire, mais il y a aussi les noms de tous les acteurs qui pourraient être aussi des ressources quand on parle de réorganiser ce territoire. Alors, derrière nous, il n'y a pas le désert, mais il y a un plan très conceptuel, qui est le plan cantonal réalisé par Maurice Braillard, urbaniste genevois, et Baudemer, sur lequel ma collègue Elena Kogatolans a fait une thèse de doctorat. Donc, il y a un très beau livre dédié à cet auteur, Braillard. Il y a presque un siècle, ils avaient imaginé un maillage qu'ils appelaient de surface publique. C'est intéressant, ce n'était pas le terme espace public, mais c'était des surfaces publiques qui étaient le même, avec les mêmes caractéristiques
pas caractéristique, disons, les mêmes intentions plutôt. Du côté urbain, traverser la ville de Genève, et du côté rural. Il y avait encore, disons, la ruralité qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment encore reconnaissable. Donc, un seul système d'espace public, de surface publique, capable de connecter deux réalités, mais qui travaillent, et aujourd'hui encore plus, ils sont absolument une seule chose, ensemble. Un diagramme, celui-ci, qui a influencé tous ceux qui réfléchissent sur Genève depuis. Ça fait un siècle que les gens continuent à regarder ce diagramme. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'on comprend la force de certaines idées, non, qui ne sont pas si faciles. Ce n'est pas facile de se débarrasser de ça. D'abord parce que la logique de ce maillage interprète parfaitement l'écoulement de l'eau, la connaissance spécifique de la topographie de Genève. C'est difficile de la penser différemment parce que c'est comment le territoire fonctionne déjà. Et il inclut toute une série de lieux aussi d'héritage. La raison pour laquelle ces deux urbanistes avaient commencé à faire cette carte, c'était parce qu'ils voulaient protéger une partie du territoire d'une modernisation qui arrivait forte, capable de tout détruire. On connaît la modernisation dans nos territoires. Donc ils voulaient au moins garder une partie de ce territoire pour ceux qui l'avaient connu. Et donc, il s'appuyait à des photos d'époque et il voulait vraiment garder des villages, garder des lieux panoramiques. Il y avait un petit peu de tout. Les rivières, évidemment, etc. Notre ambition n'est pas celle de protéger ça. Notre ambition était plutôt celle de commencer une aventure nouvelle, de dire, commençons par là, cette zone franche dans laquelle on peut pratiquer la transition, et on touche à beaucoup de thèmes qui concernent la transition, et ce sera après, comme toutes les structures faibles, elle va disparaître à un certain moment. Une fois que ça va s'élargir, ça va devenir un langage commun, une activité commune, on n'aura même plus besoin de l'appeler structure faible. Elle va juste évaporer, et ce sera un changement qui sera réalisé. Et donc, c'est pour ça qu'après le Grand Genève, le travail qu'on a fait avec les autres équipes guidées par la Fondation Braillard, qui a comme directeur Panos Mantsiaras, qui avait aussi, avec votre directeur d'école, organisé le Grand Paris. Avec ces autres équipes, on a élaboré donc ces matériaux. Et après, avec le canton de Genève, on a continué cette hypothèse. Et on a pu aller un petit peu plus loin aussi avec eux, avec les services de l'agriculture, de l'eau, des forêts, etc., pour comprendre finalement comment essayer de faire dialoguer aussi la partie française et la partie suisse, qui ont des systèmes quand même un petit peu incomparables, non, pour toucher ces sujets, et finalement élaborer cette idée d'infrastructure socio-écologique qui nous permet d'aller vraiment au-delà de cette planification sectorielle. Ça, on le sait, ce n'est plus possible, non, de travailler comme ça, de travailler vraiment en faveur de cette multifonctionnalité et multiprésence, hétérogénéité du territoire, l'utiliser comme un outil de régénération. J'insiste beaucoup sur le fait que cette structure faible peut vraiment aider à repenser, à donner un sens à tout ce qui est autour. Et donc, c'est vraiment un outil de régénération urbaine et territoriale. Et véhicule aussi une approche, disons, nouveau par rapport à la planification existante, à la vie et à la santé des territoires. Parce qu'évidemment, là-dedans, il y a la notion qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu aussi répéter plusieurs fois au colloque dédié à ville et santé ici à Nantes. À la fin, il y a une seule santé. Donc, l'Organisation mondiale de la santé parle de One Health. Il y a une seule santé et c'est la santé de tous. Il n'y a pas quelqu'un qui reste en santé et les autres qui sont dans une épidémie. Non, l'épidémie sera une épidémie pour tous. Donc, c'est pour ça qu'on comprend désormais que ça ne sert pas beaucoup à s'occuper d'une seule santé. Voilà, donc c'est un petit peu les différents points qui parlent de cette structure faible qui s'appuie à l'eau surtout. C'est l'élément de continuité fondamental dans tous les territoires.
c'est un élément de régulation climatique, évidemment, pour le territoire. C'est là qu'on peut repenser à fond toutes les mobilités. La question du bien-être, du One Health, je l'ai déjà expliqué. Elle prend une partie de l'agriculture, une partie qui peut aussi tester les nouvelles formes agricoles qui devraient prendre l'espace de celles du présent. C'est évidemment un espace de diffusion de la biodiversité. C'est l'inclusion des fragilités sociales et des infrastructures sociales et des économies aussi alternatives qu'on peut imaginer de développer à l'intérieur de ces espaces. Et finalement, reste aussi un élément de coexistence et de partage à une échelle métropolitaine, capable aussi de représenter cette échelle métropolitaine qui, pour le reste, n'est pas si évidente dans la vie quotidienne des citoyens. Donc, l'hypothèse que vous voyez dans cette image un petit peu abstraite, mais qui finalement parle de ces éléments de continuité qui se greffent aux différentes parties du territoire. Et je pense que cette structure faible, pourquoi c'est faible? Parce qu'elle s'appuie à tous ceux qui ont été malmenés dans le passé, fondamentalement. Tous ceux qui ont été violés, tout ce qui a été détruit, ce qu'on doit régénérer ou reconstruire ou renaturaliser, s'appuie vraiment aux faibles du passé. Donc c'est vraiment une prise de position par rapport à toutes les parties du territoire qui ont été les plus maltraitées dans le passé. Et l'idée que si on les met ensemble, on arrive finalement à générer une forme différente de pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir fort, en tout cas. Et c'est peut-être une façon de repenser la structure de la ville étendue, pas de la ville traditionnelle, mais d'un autre type d'urbanité. Et voilà, et c'est une occasion d'expérimenter, si on avait la possibilité de travailler sur ça. Pour moi, c'est aussi, en parlant de structures faibles, la possibilité d'adresser cette question de la nature biopolitique de la transition. J'ai terminé un livre sur ça, ça va sortir en français, je pense, au printemps, j'espère au printemps, dans lequel je reprends un petit peu ça, qui est quelque chose qui me pose problème, qui m'a posé problème. Évidemment, quand on parle de biopolitique, notre pensée va immédiatement au pire, non? La biopolitique qui a été la façon de mettre, disons, la vie dans les mains d'un pouvoir qui a fait de la vie ce qu'il voulait fondamentalement. Dans les livres de biopolitique, le 90% est dédié aux questions, disons, catastrophiques à partir du nazisme, etc. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut lire différemment dans cette idée de biopolitique. En tout cas, le terme, c'est la politique de la vie. C'est la relation pour moi entre espace, vie et pouvoir. Évidemment, il y a toujours une question de pouvoir. Et comme l'a écrit Bernardo Secchi dans son dernier article, avant de mourir, l'urbanisme et l'architecture ont toujours eu affaire avec la biopolitique. L'urbanisme moderne en particulier, disait Bernardo Secchi, l'urbanisme moderne et l'architecture moderne ont été des instruments fondamentaux dans la construction de biopolitique. Alors aujourd'hui, la biopolitique moderne, ok, on l'a déjà critiquée assez, on a compris la question disciplinaire, on l'a compris. Il y a quand même la question sécuritaire qui est encore là. Nous, on est pleinement dedans, cette partie de la biopolitique. On n'est pas sorti du tout. Mais il y a peut-être des questions différentes qui se posent aujourd'hui. Quand on parle de coexistence, c'est une question biopolitique, non? C'est une question de comprendre les relations entre tous les différents, cette hétérogénéité de composantes qui doit coexister. Et dans le passé, j'avais réfléchi sur cette idée de métropole horizontale. Donc l'horizontalité n'était pas liée à la dimension des bâtiments, hein. C'était lié à l'horizontalité des relations à l'intérieur d'un territoire. Et donc, d'un côté, reconnaître le fait qu'il y a des conditions d'horizontalité qui se forment dans les territoires, déjà être capable de lire la contemporanéité, y compris ces relations, mais aussi, pour moi, ça a été aussi une vision.
c'est l'idée que finalement, avec l'espace, avec le projet de l'espace, on peut renforcer les relations horizontales entre les différentes parties du territoire ou entre les différents territoires ou entre les différents sujets. Cette question de l'horizontalité est extrêmement politique, ça j'en suis totalement consciente, c'est pour ça que je la mets dans la biopolitique. C'est vraiment une idée de relation entre les différents sujets, des relations horizontales et pas hiérarchiques. Donc c'est finalement quelque chose d'assez intéressant. Et récemment, cette trilogie qu'on a construite, c'est finalement terminé avec le dernier de ces 3 volumes, qui est une anthologie dans laquelle on essaie de reconstruire cette pensée de l'horizontalité qui a traversé la modernité. La modernité n'a pas été que celle de structures fortes, celle du gigantisme, de la transformation. À l'intérieur de ça, il y avait aussi des parcours qui ont été des parcours à la marge, encore une fois, qui n'ont pas eu la force de transformer totalement la réalité, mais des parcours plutôt faibles, je dirais. Et donc, on a essayé de reconstruire ces parcours. Et voilà, moi, j'aimerais une fois discuter ces 3 volumes, si vous avez envie. Alors, je ne sais pas quelle heure est-il maintenant. 19h30 bientôt. Donc, ça fait déjà 1 heure. Presque. Ben, si vous êtes fatigué, vous vous dites, on est fatigué, merci. Et on termine. Parce que désormais, j'ai décidé de ne pas prendre le train ce soir. Donc, je suis en train de me relaxer. Essayons de passer à travers aussi ce deuxième cas. Donc, les structures faibles, cette union des faibles, et la question de la résilience. Autre thème qui a rempli toute notre réflexion et notre littérature, la résilience, le concept de résilience. Moi, je voudrais vous montrer d'abord une chose qu'on n'a pas encore compris, à mon avis, qu'est-ce que ça veut dire résilient. Être résilient, c'est encore ouvert, à mon avis. Et je voudrais vous montrer peut-être dans un territoire spécifique qui doit apprendre beaucoup, qui a toujours appris beaucoup de l'idée de résilience, qui est Venise et sa lagune. Ça, c'est justement un de ces contre-projets desquels je parlais avant. Donc, c'est une utopie qui s'appelle Amphibie. Et c'est un contre-projet, évidemment. Vous connaissez tous Venise, j'imagine. Peut-être vous connaissez un petit peu moins la lagune de Venise. La lagune de Venise, c'est un objet artificiel. Déjà, on peut commencer par là. C'était naturel peut-être une fois, mais aujourd'hui c'est un système artificiel de lagune, pas de quelque chose de différent. À partir du XIIIe, XIVe siècle, la République vénitienne a commencé à déplacer les rivières pour que les rivières n'amenaient pas les sédiments dans la lagune, pour sauver la lagune. C'était très important de sauver la lagune. Pourquoi ? Parce que la lagune agissait comme un élément de protection de Venise des 2 côtés. Du côté de la mer, parce que les bateaux ne pouvaient pas rentrer, il n'y avait pas assez d'eau, donc ils restaient à l'extérieur. Du côté de la terre, parce que les guerriers qui arrivaient avec leurs chevaux ne pouvaient pas rentrer dans la lagune. Et donc finalement, c'était un système de protection des 2 côtés qui a permis à Venise d'être ce qu'elle a été. Mais c'est important donc de ne pas avoir les sédiments, parce que les sédiments des fleuves, en particulier les fleuves qui arrivent des Alpes avec beaucoup de matériaux, auraient assez rapidement effacé la lagune. Donc il fallait changer le parcours de tous les fleuves qui arrivaient et les rivières qui arrivaient dans la lagune. Aujourd'hui, dans cette lagune, il y a des gens qui habitent. Vous pensez que c'est tout abandonné, que c'est tout... ce n'est pas vrai. Il y a des gens, il y a des activités. C'est assez particulier de vivre dans la lagune quand même. Vous pensez, le temps a un sens différent, le mouvement aussi. Mais il y a des gens qui habitent, qui travaillent, qui vont à l'école, qui produisent des choses, qui sont là. C'est très important de bien comprendre aussi ça. Donc la lagune de Venise et Venise sont aujourd'hui dans une condition tragique, dans le sens que soit on va sauver la planète, et alors on peut sauver aussi Venise, parce qu'on va imaginer de
réduire nos émissions, de pouvoir empêcher que la montée des températures continue, la montée du niveau de la mer aussi. Et donc, finalement, moi je dis toujours, si on veut sauver Venise, il faut sauver la planète. Décidez. Vous voulez sauver Venise, alors sauvez tout le reste. Sinon, ce sera très difficile de sauver Venise. Mais si on imagine de contenir la montée du niveau de la mer, disons une certaine hauteur, 50 cm, on peut encore penser que Venise peut repenser sa tradition d'espace amphibien et retrouver finalement cette condition. Mais seulement si on sauve toute la planète, sinon ce ne sera pas possible. Aujourd'hui, la lagune est occupée par toute une série de choses, d'activités qui sont souvent contradictoires par rapport à son équilibre. Comme vous savez, il y a un port industriel, il y a des canaux qui permettent aux gros bateaux de rentrer. Il y a des activités de pêche qui sont souvent polluantes, etc. Il y a toute une série de choses qui ne seraient à éliminer. Le résultat, c'est qu'il y a une érosion forte de la morphologie de la lagune. Vous voyez cette secoupe, vous voyez la différence, ça c'est les canaux où passent les bateaux, et il y en a qui sont particulièrement profonds. Et tous ces grands canaux sont des sources d'érosion énorme de la lagune qui détruisent l'équilibre de la lagune. Et vous voyez aussi les bouches, je ne sais pas si en français on dit comme ça, en anglais on dit les mouths, et en italien aussi les bocche d'entrée dans la lagune. Et là vous voyez qu'il y a vraiment des trous très importants. Et ces choses si profondes sont des dangers terribles pour la lagune, parce que là la mer entre à toute vitesse, érode, prend tout et ressort. Donc il y a des scénarios qui sont proposés par des scientifiques, des gens un petit peu différents. Il y a un scénario qui est celui de faire devenir la lagune un lac. On va fermer tout, et évidemment, si on ferme tout, il n'y a plus de lagune avec le degré de sel actuel. Donc, on oublie toute l'écologie de la lagune et on passe à quelque chose de nouveau, et c'est un lac d'eau douce, alimenté par quelques petites rivières qu'on laisse encore rentrer là-dedans, et c'est tout. Première idée, on ferme le deuxième scénario, étant donné que la mer rentre déjà en toute violence et beaucoup de dégâts sont liés justement à cette violence portée par la mer, on la laisse rentrer, on perd une partie, vous voyez sur le schéma à droite, où s'écrit Sea Bay, donc on fait une baie marine qui rentre et va arriver jusqu'au port de Marghera, donc le port est sauvé, les activités portuaires continuent, mais on partage en trois la lagune, donc on aura la lagune nord qui va être protégée, vous voyez des lignes rouges, ce seraient des protections qui permettraient de sauver Venise et la lagune nord, et après au sud, éventuellement une autre protection, ou sinon, même la partie sud serait de la mer. Le scénario que nous avons étudié avec Amphibia, c'est un scénario qui imagine une condition différente, qui accepte la résilience, parce que les autres sont deux scénarios, les deux, qui pensent à une situation de résistance et non pas de résilience. Et nous, ici, on voulait vraiment comprendre jusqu'au bout qu'est-ce que ça voulait dire, être résilient, dans une condition extrême comme celle de la lagune de Venise. Donc, renaturaliser la lagune, ça veut dire empêcher la perte de sédiments qui est liée à la profondeur de cette bouche d'entrée. Il faudrait imaginer de démanteler, donc je suis marquée parce que c'est un terme un petit peu technique, donc les jeter parce qu'elles contribuent à amener à toute force la mer à l'intérieur. On va éliminer le port. On dit le port de Venise, c'est une totale absurdité. Aujourd'hui, on peut le dire. Ça a été le grand rêve de la modernité, mais c'est totalement contradictoire. Donc, il faut que le port puisse aller
ailleurs où on peut renforcer un port qui est voisin, celui de Trieste par exemple, c'est peut-être pas si impossible. Et je ne vais pas parler de tout, mais il faut reconstruire ce monde de terre et de eau qu'on appelle les barènes, et d'autres systèmes, disons, de zones humides, qui sont très importants pour stabiliser, pour ralentir la force de l'eau. Donc, ils sont absolument cruciaux si on veut non seulement reconstruire cet environnement de lagune, mais aussi ralentir la force de l'eau. Et voilà, avec tout ce type d'intervention, on peut imaginer que Venise et les îles commencent à s'adapter finalement à cette montée limitée, comme je dis, parce que si on imagine une montée de 2 mètres, demi, ce ne sera pas possible, mais une montée limitée de l'eau, de la mer. Dans ce cas, on pourrait effectivement commencer à reconstruire ce monde des barènes, en sachant que dans le temps, il y a une forte quantité de ce vin qui a été totalement, qui a disparu, et que donc il s'agit de vraiment renaturaliser, reconstruire ce système que vous voyez dans les coupes. Il s'agirait aussi de donner plus d'espace à la lagune, pas moins, plus. Et donc il faudrait reprendre l'espace qui était dans le passé, l'espace de la lagune, parce que juste autour de la lagune, il y a toute une partie qui a été asséchée dans le temps, à partir surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais aussi après dans les années 30 avec le fascisme. Donc retrouver cet espace de mouvement de l'eau, ça veut dire abandonner toute une partie d'agriculture qu'aujourd'hui se trouve, comme en Hollande, à moins 2, moins 3, moins 4 mètres sous le niveau de la mer, et où il y a un système de pompage qui consomme, lui seul, pratiquement l'énergie d'une ville de 100 000 habitants, juste pour pomper l'eau à l'extérieur et pouvoir cultiver. Pour vous donner l'idée de la crise aussi énergétique qu'il y a à ce système. Donc, élargir, retrouver cette condition d'ambiguïté entre la terre et l'eau qui appartenait à la lagune dans le passé. Et à partir de là, on peut commencer notre voyage, qui est un voyage qui a été raconté par une vidéo qu'on a aussi exposée à la Biennale d'architecture l'année passée, que je pense que vous pouvez même trouver peut-être sur Facebook ou, non pas, je ne sais pas, quelque part sur Internet. Donc il y a quand même un récit. Il y a le marin qui revient de son voyage et qui dit je connais Amphibia. Je vous montre juste quelques images de la vidéo. Donc, vous voyez ici, donc, en noir, c'est le passé. Ce que le marin écoute, ce sont les histoires qu'il lui raconte. Donc, d'abord, la population d'Amphibia détruit les jetés qui ont été réalisés, surtout les jetés qui permettent de faire fonctionner le système de protection du MOSE qui existe aujourd'hui. Et donc, c'est une déconstruction de ces ouvrages. Et cette déconstruction permet de remplir justement ces vides, ces caves profondes qui sont aujourd'hui le point d'entrée des bateaux. Donc, on met tout ce qu'on détruit, on le laisse partir sur le fond, et comme ça, on va diminuer la possibilité pour la mer qui rentre d'entrer à toute vitesse. Et après, vous voyez dans les deux images en bas, en couleur, c'est la vie contemporaine que le marin retrouve une fois qu'il voyage à Amphibia. Et on voit comment, finalement, Amphibia continue cette adaptation à l'eau qui monte et qui revient en bas, et comment on peut adapter les activités, c'est-à-dire qu'on vit d'une façon amphibienne. Donc, c'est ça ce pouvoir, je ne sais pas en français, disruptive, on le dit comment en français? Disruptif, peut-être elle n'a pas vraiment le même sens, mais disons, c'est cette capacité de rompre tous nos savoirs, tous nos listes de ce qu'on veut. Non, la résilience nous met dans une condition d'acceptation de l'événement
Et nous, on trahit toujours cette partie de la résilience. On considère que toujours, oui, on s'adapte. Non, on accueille le phénomène. On vit avec, on coexiste avec. C'est ça l'aspect disruptif auquel on n'est pas encore totalement préparé. Mais je voudrais vous dire aussi comment la République vénitienne traitait le sujet de cette adaptation. Donc, il parlait de trial and error, c'est-à-dire, comment on dit en français, trial and error, tâtonnement. Donc, c'est des tâtonnements, c'est mieux trial and error, je pense. Parce qu'il savait qu'il y avait des changements qui n'étaient pas prédictifs, on ne pouvait pas les prévoir. La prévision n'était pas possible. Donc, il fallait tâtonner un petit peu. Et il fallait toujours avoir la possibilité de revenir en arrière. Tout devait être réversible. Donc, les interventions qu'il faisait, il les testait pendant quelque temps. Si elles ne fonctionnaient pas, ou s'ils avaient des conséquences non prévues sur le reste du système lagunaire, il revenait en arrière. Mais quand nous, on agit comme ça, nous, on agit toujours par décision définitive, non, presque toujours. Ici, on fait vraiment on tâtonne, et chaque adaptation devait pouvoir être repensée. Et c'est avec ça que Venise, comme dans une lagune pratiquement artificielle, a pu garder cette lagune pendant tellement de siècles, et toujours avec la subordination de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif. Toujours. C'était clair. C'est des choses importantes, c'est des choses lourdes qui parlent d'une façon de vivre ensemble que peut-être on n'a pas encore bien à notre tête. Et je voudrais terminer cette partie en citant Italo Calvino. J'ai trouvé ce petit article qu'il avait écrit pour une revue allemande, dans laquelle Italo Calvino parle de la ville aquatique comme un archétype de l'imagination. Je trouve ça magnifique, comme une structure qui répond à des besoins anthropologiques fondamentaux. Donc, non seulement ce n'est pas un problème, mais en plus répond à des besoins humains, anthropologiques fondamentaux. Et il disait, je crois dans le futur des villes d'eau, mais pas des villes d'eau dans le sens qu'ils ont un waterfront, non, des villes d'eau, des villes dans l'eau, des villes qui vivent avec l'eau. Je crois dans un monde peuplé par des innombrables Venise. Donc Venise qui est toujours regardée comme un problème, qui est ce lieu extrême dans lequel réfléchir, oui, jusqu'au bout, sur les notions, par exemple, la notion de résilience, pour lui, c'était finalement un prototype qu'il faudrait presque répliquer. Et la force avec laquelle Venise agit sur l'imagination est celle d'un archétype vivant qui fait face à l'utopie. Voilà, moi je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit. Il y avait aussi la Wallonie, qui est aussi un cas très intéressant par rapport à l'idée de résilience, mais on verra. Peut-être on peut s'arrêter ici après. Merci beaucoup, Paola. Juste, j'ai oublié de dire que c'est Federico Ferrari qui va faire le modérateur. Donc, je lui passe le micro. Et merci beaucoup, Federico. Merci Sabine, merci Paola de cette conférence très riche et pleine de suggestions, je pense, tant pour nos étudiants qui sont très nombreux et aussi pour nous en tant qu'enseignants. Moi, j'aurais... Alors, donc, on est là surtout pour ouvrir un débat et pour que vous puissiez réagir, poser des questions ou commenter les points que Paola a abordés pendant sa conférence. Moi, j'aurais deux questions. Je vais en poser tout d'abord peut-être plutôt une qui est plutôt de contenu, puis j'en aurai une autre qui peut-être s'adresse plutôt aux étudiants. Ma question est...
j'ai noté une série de termes qui étaient utilisés. J'ai noté surtout les termes qui sont à la fois des termes qui appartiennent un peu à un champ sémantique où la relation entre des adjectifs descriptifs du territoire qui sont également et de manière très explicite des adjectifs politiques, effectivement. Par exemple, territoire faible, territoire marginaux, structure faible et surtout, je dirais, oui, zone spéciale en tant que zone franche qui s'affranchit d'une idée plus normalisée du territoire. Et je pense qu'il y a quand même des termes très synthétiques de tout ça, qui sont l'horizontalité et l'isotropie, effectivement. Donc on a bien compris toute la portée politique de ces questions-là. Je voulais juste savoir si ces caractéristiques-là, ces adjectifs-là et les protocoles aussi de recherche et d'enquête sur le territoire que tu nous as décrit, tu trouves à quel niveau, bien sûr, toi, tu nous as parlé des territoires spécifiques, mais à quel niveau c'est généralisable et par exemple, peut-être qu'on n'est pas élargi, généralisable à la planète, mais par exemple en France, où est-ce que tu trouves qu'on pourrait appliquer? Moi, je me pose vraiment la question parce que je trouve que quand même il y a des caractéristiques récurrentes dans les territoires que tu nous as décrits, Venise et Genève. Je le sais parce que je sais que je connais tes travaux, etc. Mais à quel point on peut appliquer ça à d'autres territoires et en quel sens, pour toi, ça peut être un protocole de connaissances et de projets? Merci. C'est une belle question. Merci. Je peux dire que tu as été quand même notre étudiant en doctorat, que tu as fait le doctorat à Venise. C'est quand même important. Avec toi. Alors, d'abord, je voudrais dire que ici, la question n'est pas d'établir de nouvelles, ni de nouveaux dogmas, ni de nouvelles recettes. Donc, moi je suis intéressée à regarder des parties du territoire qui sont un petit peu à cheval entre les questions sociales et les questions écologiques, et ça m'intéresse. C'est cette relation qui est toujours là. La question de la faiblesse me semble importante parce que on est fatigué, non? On a été tous fatigués de cette idée d'efficacité, d'efficience, d'être fort, On a un petit peu envie d'ouvrir et regarder le reste du monde qui est aussi important et intéressant. On est fatigué de l'idée que les métropoles sont les lieux du pouvoir, les lieux de la richesse, les lieux de tout. Il y a une quantité énorme de territoires qui ne rentrent pas dans ce protocole. Et je pense qu'il faut juste élargir nos regards. Après, la faiblesse existe partout. Donc, je pense que partout, il y aurait des choses à dire. Peut-être que ce n'est pas les mêmes que je lis à Genève, mais certainement regarder l'espace à partir de ceux qui, normalement, sont ceux qui vont succomber, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ça raconte aussi l'histoire différemment. Et après, il y a aussi un aspect que je disais, c'est cette complication, cette complexité territoriale. Et sincèrement, si je pense au fait que je parle aussi à des étudiants, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont vraiment capables d'enseigner aux étudiants à lire cette complexité. Parce que aussi, il faut se mettre un petit peu dans la peau des autres, c'est-à-dire regarder un petit peu ce que disent certaines autres disciplines, apprendre quelques concepts de base pour pouvoir discuter avec elles, organiser notre regard pour regarder aussi des aspects qui ne sont pas immédiatement celles qui sont enseignées à l'école. Donc, c'est un regard qui se construit, ce regard sur la complexité des territoires. Mais quand on commence à regarder comme ça les territoires, et après, vous ne serez plus capable de vous arrêter parce que c'est trop intéressant, on voit que vraiment, il y a toujours ces relations entre le fort et le moins fort. On voit comment les choses se superposent, se détruisent. Et on voit aussi qu'il y a des restes dans ce territoire qui sont là. Par exemple, les logiques territoriales. Mais les territoires sont pleins de logiques qui ne fonctionnent plus. Ils sont juste restés là. Et il y a très peu de personnes, moi je ne suis pas capable, mais même quand je parle
j'ai un petit peu une passion pour les questions liées à l'eau. Quand je parle avec mes amis ingénieurs hydrauliques, je leur dis, mais vous comprenez vraiment qu'est-ce qui se passe là? Mais non, non, ils ne comprennent pas, eux aussi. Parce que c'est un petit peu hors contrôle. Cet aspect d'un territoire qui est un petit peu hors contrôle, c'est intéressant, non? Parce qu'on comprend bien que justement, il n'y a pas des grandes rationalités qui peuvent arriver à remettre tout en ordre. C'est exclu. Désormais, c'est exclu. Il faut procéder justement avec ces rationalités un petit peu plus discontinues, faibles, etc. Toutefois, moi, je pense que la rationalité est importante, se donner des raisons, des logiques dans notre action, ça me semble quand même intéressant. Et donc, il s'agit de comprendre comment ces rationalités qui ne sont plus absolues, qui ne sont plus fortes, qui sont fragmentaires, quelquefois sont même inutiles, sont restées là, juste. Comment les faire travailler ensemble. Et là, je trouve que c'est une façon de penser le projet intéressante et peut-être aussi utile aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis là pour passer le micro à ceux qui souhaitent poser des questions. Et surtout, si vous ne vous en posez pas, je vais continuer à en poser moi. Je le dis surtout aux étudiants. Ça c'est une menace, en fait. Parce qu'ils m'ont déjà trop entendu. Donc, ça serait... J'aimerais bien entendre, oui. Peut-être pas les étudiants, mais... Bonjour. Okay, oui. Bonjour. C'était pour savoir comment recevaient les décideurs, finalement, quand ils voient des projets comme ça qui sortent un peu des cases. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment vous arrivez à les convaincre? Alors, disons que tout le monde... On a la chance du fait que tout le monde est convaincu qu'il faut trouver quelques pistes différentes. Donc déjà, il y a une écoute qu'on n'aurait pas eue peut-être dans le passé, et qu'on n'a pas eu dans le passé surtout. Après, moi j'insiste évidemment, la question de la faiblesse, c'est plutôt un vrai thème, je dirais, de recherche, plus qu'un thème à utiliser dans des réunions avec... par exemple, un client comme le canton de Genève qui pose ces questions, ce problème, j'en parle, mais je ne vais pas mettre toute l'attention sur ça. Mais par exemple, je parle beaucoup du fait qu'il faut sortir de cette idée quand on travaille sur les infrastructures écologiques, ou vertes, bleues, etc., qu'on s'arrête là. Là, je suis absolument convaincue, et je porte le discours jusqu'au bout sur le fait qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire une infrastructure socio-écologique. Et ça ne peut pas être ce que les écologues nous proposent. Que même l'aspect urbain, on est quand même dans des conditions d'urbain, même si sont différentes de celles traditionnelles, on est dans l'urbain. Cet urbain doit émerger aussi quand on parle de ces infrastructures. Donc il y a des thèmes que je sais, je peux, disons, discuter jusqu'à un certain niveau, et après, je pose plutôt la question d'une façon pragmatique, comment faire évoluer certaines façons de construire le projet territorial, et d'autres que je tiens pour des moments comme celui-ci, où, avec les étudiants, pour approfondir le caractère, comme je disais, épistémologique et ontologique, parce que pour moi, c'est des vrais approfondissements. La question du faible, non? Les structures faibles, ce sont des termes qui ont été utilisés dans les années 80 par Bartimo, un philosophe, qui est un philosophe postmoderne. Hein? On le met dans... Mais même le postmoderne, je pense qu'on doit revenir en arrière, relire le postmoderne, parce que peut-être on est passé trop rapidement même par là. En tout cas, le postmoderne, la critique qui est organisée à la pensée moderne était justement une critique de ce type, sur le fait qu'il y avait trop qui restait exclu. Et donc qu'il fallait passer à quelque chose de différent. Lui, il utilisait ces termes qui pour moi sont très fascinants, ils nous permettent d'aller dans cette direction de structures faibles. Après, vous le savez aussi que Andrea Branzi a travaillé sur cette idée de modernité faible et diffuse. Moi, j'ai beaucoup discuté aussi avec Andrea Branzi, surtout dans le passé, mais pour lui, c'était vraiment quelque chose de théorique. Pour moi, c'est quelque chose qui naît de l'expérience quotidienne des territoires. Et j'ai toujours aimé les théories qui émergeaient justement d'un substrat très, très concret, et qu'on touche, et après, il faut juste les amener à un niveau conceptuel légèrement plus élevé pour leur donner toute l'épaisseur qu'elles contiennent, finalement. Donc, il y a des histoires derrière ce terme, ce n'est pas des termes que j'ai inventés, mais c'est l'idée de continuer une réflexion qui
prend la modernité et élabore une critique à cette modernité. Mais moi, je voudrais entendre les étudiants quand même. Je vois quelqu'un là. Le courageux qui ose. Oui, en fait ma question porte sur la ville, la métropole village, et en fait ce réseau donc, de structures faibles, mais qui vont quand même être reliées par des structures fortes. Et en fait c'est quand on vient d'une période où on a défendu la densité et le modèle métropolitain dans son développement concentré, pour permettre une économie d'échelle de moyens notamment, et notamment donc, la reconstruction sur la ville, ainsi de suite. C'est comment demain peut-on justifier la dépense, l'investissement dans ces structures fortes qui vont relier les territoires, et même qui vont relier les territoires au-delà des métropoles, et puisque ces structures fortes sont aussi vouées à relier les creux en dehors des métropoles à l'échelle d'un pays. Finalement, qu'est-ce qui se passe aussi à côté de la métropole genevoise? Et comment justifier l'investissement dans ces structures fortes? Tu dis comment faire vivre une métropole de village? Mais elle existe déjà, elle est déjà là. Sauf qu'aujourd'hui, on considère qu'elle n'est pas durable, parce que tu as cette dépendance de la voiture qui reste très, très forte, parce que tu as des conditions aussi d'exploitation, dans le sens que c'est Genève qui n'arrive pas à résoudre ces problèmes, qui met tout le problème du logement sur les Français. Et c'est une condition qui n'est pas équitable, c'est une condition qui n'est pas stable non plus. En plus, c'est très artificiel. Comme je disais, c'est lié juste à des questions financières. Je pense que il ne faut pas opposer trop les choses. Il faut se poser les questions qui sont là, d'abord. Donc, on a toute une partie de la population qui habite dans ces villages. Ces villages existaient dans le passé. Donc, il y avait des économies qui faisaient vivre ces villages. Aujourd'hui, ils ne sont plus les mêmes. Mais il y a peut-être des potentiels aussi d'un point de vue des économies possibles, surtout si ces aspects de privilégier le contexte suisse par rapport à celui européen, si cette divarication des offres par rapport aux entreprises pouvait changer. Dans le futur, on espère que quand même la communauté européenne arrive à donner un sens à cet écart, à diminuer cet écart. Donc imaginons que dans un futur, les choses vont se rapprocher et pas s'éloigner encore plus. Donc je pense qu'il s'agit de regarder chaque partie du territoire comme un lieu qui a du potentiel. Ce sont des lieux habités, déjà habités, dans lesquels il y a des possibilités. On peut imaginer que d'un côté, certainement, le travail à distance pourrait être une partie de la solution, juste une partie, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rester chez eux, mais une partie pourrait, ou une partie pourrait rester, donc diminuer aussi la pression sur le transport en commun, qu'aujourd'hui commence à être extrêmement élevé. On peut imaginer de travailler sur des économies différentes liées à ces territoires. Et des investissements dans les services pourraient aussi permettre à des personnes de vivre différemment dans ces territoires, avec moins de dépendance. Je pense que redistribuer un petit peu les conditions métropolitaines qui sont à l'œuvre dans un cadre très concentré est quelque chose qui est possible. C'est pour ça que je parle d'une métropole horizontale, c'est-à-dire une métropole qui se pose le problème ou qui se pose la question de redistribuer cette capacité attractive qu'elle a à différentes échelles. Parce qu'on est tous un petit peu métropolitains. Même les lieux assez lointains, ils sont quand même liés à ces activités métropolitaines, soit parce qu'ils sont des territoires qui servent les métropoles, qui sont nécessaires aux métropoles, soit parce qu'ils ne sont pas vraiment si loin. Et donc, on peut imaginer de redistribuer cette capacité attractive des métropoles. Le problème, c'est que le projet qui s'est réalisé dans le passé a été un projet différent. C'est-à-dire, comme tu le disais, un projet de concentration.
Et on nous a vendu la concentration comme la solution aux problèmes écologiques. C'est ça assez incroyable. Qu'on a cru, avec la concentration, d'aller dans la direction de la ville durable. Donc il faut regarder dans ces messages, dans ces slogans qui nous ont propinés pendant des décennies, donc pour regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y avait un projet économique et politique très clair de concentration, parce que la concentration du capital, c'est très, très facile à imaginer. C'est plus difficile, régler, guider, non, quelque chose qui est plus diffus, plus dispersé. Donc je pense que tout simplement, les différents territoires peuvent récupérer des capacités d'avoir du travail, des emplois, d'avoir des conditions d'habitabilité sur des thèmes différents par rapport au passé, mais ça, c'est absolument possible. Et ce n'est pas contradictoire par rapport à l'idée de devoir servir avec un train à haute vitesse dans une certaine ville. Mais on ne peut pas vivre que de trains à haute vitesse. On a aussi besoin de petits trains qui font des petites vallées. Entre parenthèses, ça a été le projet politique de la Suisse. La Suisse a investi dans ça, dans l'habitabilité du territoire, jusqu'aux années 70, début des années 80. Et après, on a commencé à dire, non, maintenant, il faut juste investir dans les grandes villes. Mais avant, il y avait un projet de société différent. Même en Europe, il y avait un projet de société différent. C'était un projet dans lequel c'était vraiment la capacité de tout le territoire de s'émanciper. Et après, on est passé à un modèle différent, celui des aires métropolitaines fortes. Et on a coupé les investissements sur le reste. Le résultat, c'est qu'on a, même en Europe, des vastes zones de marginalité. Maintenant, on doit décider ce qu'on veut faire. Si on veut continuer comme ça, investir que dans les zones plus denses, ou si on veut reprendre un petit peu le fil de ce récit territorial qui existait. C'est un demi-siècle. D'autres questions? Oui. Attendez, c'est plus compliqué. Je me demandais dans donc, ce système de ville, de village, métropole, comment on penserait, qu'est-ce que deviendrait en fait l'ancien noyau métropolitain qui, du coup, n'aurait plus tous ces investissements qui seraient redirigés vers le grand territoire. Qu'est-ce que deviendrait en fait l'ancien système de la ville? Un système horizontal. D'accord. Donc c'est-à-dire où les hiérarchies sont moins fortes. D'accord. Alors, dire qu'un système peut être parfaitement horizontal, c'est clairement c'est un extrême. Non, c'est une utopie, je ne sais pas. Mais évidemment, il y aura toujours des différences. Alors, horizontal ne veut pas dire homogène, mais en tout cas, il y aura toujours des distances, il y aura toujours des hiérarchies, ça c'est probable. Mais le problème, c'est qu'on a, dans les dernières 40, 50 ans, on a vraiment travaillé plutôt pour accroître les différences. Vous entendez, non, toujours, tous les économistes parler du fait que la diversification entre riches et pauvres, etc. Mais ça, c'est vrai aussi au niveau des territoires. Et peut-être aujourd'hui, on est dans la construction d'un récit nouveau qui est lié aussi aux questions qui nous préoccupent, c'est-à-dire le thème du réchauffement climatique, la nécessité de changer notre style de vie. Peut-être que tout ça peut contribuer à réorienter aussi notre regard sur ces sujets. Je ne voudrais pas vous donner l'impression que je n'aime pas les villes. Hein. Au contraire, je suis très passionnée des villes. Et je travaille dans les villes et je fais des projets à différentes échelles. J'aime beaucoup les villes, mais je pense que les villes sont avec leur territoire. On ne peut pas les déconnecter et que laisser tomber les territoires dans des conditions difficiles, c'est un risque, d'abord, c'est un risque aussi pour les villes, mais c'est aussi un risque sociétal fondamental assez important. Merci beaucoup pour votre conférence. Ma question vient un peu à la suite de ces projets qui ont été présentés, des projets de papier quelque part, et je voulais me demander comment est-ce que on pouvait s'assurer que ce travail à l'échelle d'un grand territoire n'était pas trahi par la suite
et que comment est-ce qu'on faisait pour s'assurer derrière que ça allait véritablement être transcrit dans quelque chose de matériel, et est-ce que c'était possible à votre échelle de le faire, ou est-ce que c'était vraiment impossible, c'était hors de contrôle une fois que votre travail à l'échelle, à grande échelle avait été fait? Il faut accepter le défi, c'est comme tu as dit, des projets, sont des études, des réflexions, et leur objectif n'est pas immédiatement d'être traduit dans des projets concrets. C'est plutôt l'idée de travailler avec les idées, de laisser les idées plutôt que l'objet concret. Mais moi, je suis convaincue que les idées sont très importantes. Et elles ont une capacité de durer dans le temps qui est impressionnante. Et donc, voilà, on contribue, parce que je fais un pas en arrière, je pense qu'en tant qu'architecte urbaniste, on est des intellectuels, on contribue au débat à travers ça. Comment on contribue au débat sociétal qui est en cours en ce moment? Et la question de l'arrivée de cette pensée écologique, finalement, nous oblige à reformuler beaucoup de nos pratiques, de nos idées. Comment on participe à tout ça? Moi, je pense qu'on participe, par exemple, avec ce type de projets, qui sont des projets d'idées, sont des idées que tu mets sur la table, sont des idées qui font réagir. Et donc, tu fais parler les gens de ça. Je dis, structure faible. Voilà, et après, ça reste, non, ce faible reste, et les gens commencent à se poser la question, non, ça veut dire quoi? C'est pas utile, c'est utile, on verra. En tout cas, c'est un rôle intellectuel, je pense, de nos projets, que je revendique. Je pense que c'est très important que nous on soit là, avec nos projets. Je les appelle projets, comme j'appelle projet celui d'une place, celui d'un quartier. C'est des projets. C'est-à-dire c'est des projections sur le futur, c'est des choses qui nous amènent à penser le futur différemment. Et après, on verra qu'est-ce qui va rester, probablement, je ne sais pas, on verra. Mais par exemple, le cas de la Wallonie que je peux montrer, c'est là plutôt l'opposé. C'est une série de projets spécifiques, soit de sites industriels abandonnés, soit des petites villes, soit une vallée, dans laquelle il y a eu les inondations l'année passée, les grandes inondations que vous avez peut-être entendues à la télé, non? Des gros dégâts, une population qui était déjà dans des conditions affreuses de déclin économique, qui en plus a eu l'inondation. Donc, sur la Wallonie, je suis en train de construire une pensée, non, des idées à travers toute une série d'explorations spécifiques et donc de contacts directs avec chaque commune, avec chaque groupe, etc. C'est aussi très intéressant. Donc, c'est pas que je vous ai montré une partie d'un travail qui a plusieurs facettes. Et après, si je vais encore plus dans le détail, il y a des projets. Par exemple, pas loin de Nantes, si vous allez à Rennes, il y a la ZAC de la Courrouze, sur laquelle nous travaillons depuis 20 ans. 2023, ce sera les 20 ans. On veut faire quelque chose. Peut-être on pourrait organiser une visite avec l'école de Nantes. Moi, je trouve que c'est un expériment très intéressant. C'était une friche militaire et industrielle, donc toute polluée. Une grande ZAC avec, disons, entre 12 000 et 15 000 nouveaux habitants, de 3 000 places, 3 000 emplois. Donc, un objet important qui n'est pas une ville nouvelle, pas du tout. Elle est absolument à l'intérieur de la ville, pas loin de la gare. Et nous, on a beaucoup travaillé sur la description territoriale, mais fine cette fois. On a beaucoup travaillé sur l'idée d'une ville qui se construit avec son sol. On régénère la ville et on régénère le sol en même temps. Ça, c'est une exploration vraiment que vous pouvez voir réaliser, avec une idée que l'espace public joue un rôle structurant. Cet espace public qui est fait justement de terrains qui étaient pollués, qui sont très pauvres, mais dans lesquels, avec l'idée de travailler sur la question de l'eau de façon diffuse dans tout ce quartier. Donc, on a commencé à travailler sur ce thème il y a 20 ans. C'était le premier quartier dans lequel on commençait vraiment à utiliser l'écoulement de l'eau comme objet fondamental de projet. On est en train de réaliser les espaces publics. On suit les opérations architecturales, donc les architectes et les promoteurs, on les met ensemble, on fait des ateliers, etc. Et finalement, ce quartier, cette partie de ville, aujourd'hui commence à être lisible, on la lit, et c'est très intéressant, je pense, voir comment
il n'y a pas l'atmosphère des arcs, je peux vous dire. C'est différent. C'est un lieu différent. Et on commence maintenant à comprendre l'aspect systémique de ces espaces et leurs relations. C'est plutôt intéressant. Donc, on trouve une certaine cohérence, j'espère, de thèmes à toutes les échelles. Par exemple, l'action du sol dans le Grand Genève a été très importante. Dans le quartier de Rennes, ça a été vraiment la base fondamentale sur laquelle on a construit le projet. Et donc, j'essaye à toutes les échelles de ne pas perdre le fil, parce que justement, ces questions n'ont pas d'échelle, ce sont des questions qui traversent tout. Et à chaque niveau de projet, vous, en tant qu'architecte, vous pouvez reprendre les idées que vous avez, les retravailler, les formuler différemment, à toutes les échelles. Il n'y a pas des choses qui sont exclues. On a une autre question. Moi, je voulais revenir sur les différents scénarios au niveau de Venise. Vous abordez du coup la montée des eaux au niveau de Venise en 2100 à l'échelle donc de tout le territoire. Et je voulais savoir si vous abordiez la question architecturale, c'est-à-dire si vous zoomiez un petit peu à des endroits où il y a des édifices, et si vous abordiez cette question, comment est-ce que vous envisagez une adaptation à la montée des eaux en 2100, donc au niveau architectural? Alors, comme j'ai dit, la montée des eaux en 2100, si on reste dans l'état actuel, aura détruit Venise et la lagune. Sauf peut-être si on prend des décisions drastiques du type faire un lac au lieu d'une lagune. Après, moi, je ne suis pas trop... Il y a un livre d'un de mes anciens assistants, aujourd'hui aussi professeur, justement sur la question du lac, la lagune comme un lac. Et c'est ce que les Hollandais ont fait aussi en Hollande. Ils ont rendu des parties, des vrais lacs internes. Personnellement, je trouve que ça m'intéresse moins parce qu'avec ça, on imagine d'avoir encore une fois une solution forte qui va résoudre tous les problèmes. Mais moi, je suis plus intéressée à regarder justement la condition de résilience, jusqu'où on peut aller avec cette idée de résilience. Parce que c'est ça la question qui m'intéresse. On dit que la résilience est nécessaire, tout le monde utilise ce terme, mais est-ce qu'on est vraiment disposé à être résilient? Pour moi, c'est un aspect qui n'est pas discuté. Alors, je voulais comprendre, dans le cas de Venise, on est disposé jusqu'où, jusqu'à quel point? Déjà, on a compris que si la montée des eaux est très élevée, on ne sera pas capable d'être résilient. C'est-à-dire, là, on commence à aller vers la destruction, même pour les architectures. Si on reste dans cette idée que ce sont 50 cm, mais quand je dis 50 cm, après, il faut ajouter les grandes vagues qui arrivent, etc. Donc, c'est plus... Et, alors, la dernière partie de cette étude qu'on a fait avec ce groupe d'étudiants très très bien, c'est un master post-grade avec des étudiants très, très brillants qu'on a fait ensemble, et se base aussi sur la relecture des dispositifs traditionnels utilisés à Venise. Parce que Venise est construite déjà comme une ville amphibienne. Et donc, il y a toute une série d'éléments qui concernent certains auteurs comme dire. D'abord, il y a une microtopographie. Donc, il faut savoir qu'en tout cas, il y a des zones qui vont sous l'eau et d'autres qui ne vont pas sous l'eau. Donc, tu commences à réorganiser l'espace à partir du fait que tu as des parties qui restent quand même hors d'eau. Tu as des parties qui sont souvent dans l'eau et d'autres qui sont quelquefois dans l'eau. Donc, tu commences à réfléchir sur ces conditions. Et ça, c'est l'idée d'être amphibienne. Non? Tu t'organises pour ça. Après, il y a tous les petits dispositifs pour fermer, pour hausser un petit peu la barrière, pour faire... Il y a un type de construction qui se base sur le fait que tu as une construction qui est dans l'eau et qui est depuis des siècles dans l'eau, et ça marche très bien. C'est intéressant, il faut regarder comment sont construites vraiment les coupes d'un bâtiment vénitien avec les piliers qui sont enfilés, qui arrivent aux strates dures, et qu'après, avec l'eau, finalement, et les sédiments, arrive à construire une sorte de matériel presque à durée infinie. C'est pour ça que toute Venise s'est toujours reconstruite sur les mêmes fondations. Les fondations sont la chose fondamentale de Venise. Et sur ça, tu continues à construire, à reconstruire. Donc, il faut travailler avec des dispositifs de ce type et il faut aussi accepter d'avoir l'eau. C'est la chose de laquelle je commence à parler aussi dans la vallée
dans cette vallée de la Vesdre, entre la Belgique et l'Allemagne, sur laquelle je suis en train de travailler, je commence à dire, mais si on veut être résilient, on doit quand même accepter qu'il y aura l'eau quelque part. Donc il faut que le logement, par exemple, on ne peut pas imaginer des gens qui habitent qu'au rez-de-chaussée. À Venise, il n'y a plus presque personne qui habite le rez-de-chaussée, évidemment. Mais la transparence hydraulique, tu peux l'organiser quand même. Tu montes dans l'étage pendant qu'il y a la marée, et après tu descends. Ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que je suis intéressée à comprendre jusqu'où on peut aller dans cette idée de résilience. Parce que je pense que le futur nous demandera de réfléchir sur quelle est notre position spécifique de chacun de nous en tant que collectivité, mais aussi en tant qu'individu. On est disposé jusqu'où? À quel moment on commence à dire non, maintenant je veux vraiment résister. Je ne suis plus capable d'être résilient. C'est un changement énorme, énorme de notre façon d'habiter et de vivre. Il faudrait passer à des thèmes un petit peu plus légers, peut-être. Moi, je voulais peut-être une petite... Vraiment, j'avais envie de te poser une question qui est plutôt un plaidoyer pour le territoire, c'est-à-dire ta conférence parle par elle-même de pourquoi on doit s'occuper des questions à l'échelle territoriale, mais si tu devais expliquer, et ça vraiment en s'adressant à des étudiants, tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est passionnant, c'est intéressant, pourquoi c'est important pour des étudiants, je dirais pour des étudiants dans une école d'architecture d'ailleurs, de s'occuper du territoire. Parce que nos étudiants sont mis face à des défis où on sait que parfois ils se retrouvent un peu face à des problématiques comme celles dont tu nous as parlé, qui peuvent aussi engendrer une certaine, paralysie intellectuelle face à l'énormité des choses. C'est vrai. Et pourquoi? Parce que je pense que la passion, c'est un élément important. Pourquoi? Comment tu pourrais expliquer ça aux étudiants? Parce que c'est une question d'espace. Moi, je pense que la question fondamentale, c'est que le territoire est fait d'espace et l'architecte et l'urbaniste s'occupent de ça. Pour moi, l'espace est au centre. Et donc, le territoire, c'est l'espace. Et c'est un espace intéressant parce que c'est justement cette dimension géographique, par exemple, qui est tellement importante dans notre vie. Et donc, s'occuper d'espace, ça veut dire aussi s'occuper du territoire. Après, je pense qu'il faudrait faire une campagne du type à Bruxelles, le Baumeister, le responsable de la qualité, de l'urbanisme, de l'architecture, etc., de Bruxelles, région capitale, Christian Borret, il fait des fêtes dans lesquelles il y a des petites choses qu'on met sur I love urbanism. Tu vois, il faut faire comme ça. Il faut faire une grande fête et dire I love territories. Je ne sais pas, j'aime le projet territorial. Il faut sortir de l'idée que ça, c'est la chose non terrible, ennuyante, les normes, les plans. Il y a beaucoup plus que ça. L'aspect plutôt administratif, bureaucratique et même de pouvoir, de la planification, il faut le mettre à côté, existe, c'est vrai, mais il faut le repenser radicalement et il faut se donner le temps de regarder l'aspect magnifique qui est dans cette possibilité de lire les territoires. Et quand je dis les territoires, il y a aussi les villes dedans. Lire les villes et lire leur territoire, leurs relations, etc. Donc, I love territories. Bon, il y aura peut-être encore des questions, mais je pense qu'on va arrêter là. Surtout, je crois que tu es assez... on va pas t'achever complètement. Merci beaucoup, Paola, pour cette très belle conférence et ces beaux échanges. Et merci beaucoup, Federico, pour avoir animé ce débat. Et voilà, merci à tout le monde d'être aussi présent.